Mon mari a jeté ma valise sur la pelouse et a changé les serrures pendant que sa copine regardait depuis la fenêtre de notre chambre. Les voisins ont tout filmé. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé un seul numéro. Un homme est arrivé en 20 minutes. Mon mari est sorti en hurlant. L'homme lui a montré des papiers. Le visage de mon mari est devenu blanc. Il a regardé la maison, puis moi. La valise a atterri sur la pelouse avec un bruit sourd qui a semblé résonner dans tout le quartier. Je suis resté sur le trottoir, mon badge professionnel encore accroché à ma blouse, regardant mon mari, Derek, traîner le second sac, celui avec la roue cassée, sur le porche. Il n'a même pas pris la peine de le porter. Il l'a juste poussé assez fort pour qu'il dévale les 3 marches en béton et s'ouvre, son contenu se répandant. La courte pointe de ma mère s'en mêlant avec mes bottes d'hiver. « C'est fini pour toi ici », a-t-il dit assez fort pour que Madame Patterson, à 3 maisons de là, puisse entendre. Assez fort pour que tout le monde entende. C'est ma maison maintenant. Ma vie. Tu peux te débrouiller toute seule. Derrière lui, parfaitement encadré par la fenêtre de notre chambre, la fenêtre qui donnait sur le jardin que ma mère avait planté il y a 15 ans, se tenait Vanessa, la collègue de Derek. La femme qu'il m'avait présentée à la fête de Noël du bureau l'année dernière. Celle qui m'avait serré la main et m'avait dit à quel point Derek avait de la chance d'avoir une femme aussi compréhensive pendant ces moments difficiles. Elle n'essayait même pas de se cacher. Elle portait un de mes peignoirs, le bleu que j'avais eu pour mon anniversaire, et elle tenait une tasse de café. Ma tasse de café ? Celle sur laquelle était écrit « Meilleure fille du monde ». Celle que maman m'avait offerte le Noël avant son diagnostic. J'ai entendu les clics avant de voir les téléphones. Monsieur Kowalski d'à côté, le couple de retraités d'en face. Même Jenny Morrison, qui restait habituellement dans son coin, était sortie sur son porche, son téléphone portable levé. Ils enregistraient tous, documentant, témoignant de ce que Derek supposait être mon humiliation. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré, je n'ai pas supplié, je ne leur ai pas donné le spectacle que Derek attendait clairement. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et passé un seul appel. Un numéro que j'avais enregistré sous « Urgence Maison » il y a 3 mois, lorsque j'avais commencé à remarquer les signes. Lorsque les nuits tardives de Derek étaient devenues des nuits entières dehors, lorsque son eau de Cologne avait changé de marque, lorsqu'il avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée. « C'est Sarah Mitchell », ai-je dit calmement, ma voix si stable qu'elle m'a surprise moi-même. Les serrures ont été changées. J'ai besoin de vous ici, maintenant. L'homme à l'autre bout du fil n'a pas posé de questions. 20 minutes. N'interagissez pas, attendez, c'est tout. Derek rentrait déjà, probablement pour célébrer sa conquête avec Vanessa. Probablement pour rire de la facilité avec laquelle il avait tout pris. La maison dans laquelle nous avions vécu pendant 8 ans. La maison où nous avions organisé les dîners de Thanksgiving et les fêtes d'anniversaire. La maison où ma mère avait passé ces derniers mois, branchée à l'oxygène, regardant les infirmières des soins palliatifs aller et venir. La maison que Derek pensait lui appartenir. Je me suis assise sur ma valise, là, sur la pelouse, et j'ai attendu. Madame Patterson s'est précipitée avec une chaise pliante et une bouteille d'eau. Elle n'a rien dit, les a juste posés à côté de moi et m'a serré l'épaule. Monsieur Kowalski est resté sur son porche, mais il enregistrait toujours. J'ai croisé son regard et il a hoché la tête une fois, délibérément. Jenny Morrison s'était déplacée sur les marches de son entrée, son téléphone stable, le visage grave. Il savait. D'une manière ou d'une autre, sans que je dise un mot, ils savaient tous qu'il ne s'agissait pas de la fin d'un mariage. C'était tout autre chose. Exactement 19 minutes plus tard, une berline argentée s'est garée au bord du trottoir. L'homme qui en est sorti portait un costume qui avait connu des jours meilleurs, tenait une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi, et avait le genre de visage qui avait probablement vu toutes les variations de la laideur humaine que le système juridique pouvait offrir. Il s'est approché de moi avec détermination, mais sans urgence, et m'a tendu la main. « Madame Mitchell. Je suis Richard Brennan, l'avocat de votre mère. » Il l'a dit assez fort pour que les voisins entendent. Assez fort pour que Derek entende, s'il écoutait. Il est à l'intérieur, ai-je dit simplement. Richard a hoché la tête et s'est dirigé droit vers la porte d'entrée. Il n'a pas frappé. Il a sonné 3 fois, avec force et insistance, comme un policier pourrait le faire.
Je pouvais entendre les pas de Derek marteler le sol de la maison. La porte s'est ouverte brusquement et Derek a rempli l'encadrement, le visage déjà rouge. Qui diable êtes-vous? C'est une propriété privée. Vous êtes en violation de propriété. En fait, a dit Richard, sa voix portant ce ton particulier que les avocats utilisent lorsqu'ils sont sur le point de ruiner la journée de quelqu'un, c'est vous qui êtes en violation de propriété. Je suis ici au nom du propriétaire légal. Il a brandi une épaisse enveloppe Kraft. Ceci est pour vous. Je vous suggère de le lire attentivement. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. Le visage de Derek est passé du rouge au violet. De quoi parlez-vous? C'est ma maison. J'y vis depuis 8 ans. Mon nom est sûr. Votre nom ne figure sur rien, l'interrompit Richard. Votre nom a été retiré de l'acte de propriété il y a 18 mois par une procédure de rétrocession légale initiée par Madame Eleanor Mitchell avant son décès. La maison n'a jamais été en copropriété. Elle a été héritée par Eleanor de ses parents en 1987, et elle a transféré la pleine propriété à sa fille, Sarah Mitchell, par un acte enregistré daté du 15 mars de l'année dernière. Vous n'avez actuellement aucun droit légal d'être ici, et encore moins de changer les serrures ou de retirer les affaires du propriétaire légal. J'ai regardé le visage de Derek changer. Le violet s'est estompé, le laissant pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'un son n'en sorte. Derrière lui, Vanessa était apparue dans le couloir, portant toujours mon peignoir, son expression passant d'une confiance suffisante à la confusion. C'est impossible, a finalement réussi à dire Derek. Eleanor m'en aurait parlé. Sarah l'aurait fait. Madame Eleanor Mitchell n'était pas tenue de vous informer de ses décisions en matière de planification successorale, et compte tenu de la documentation que nous avons sur vos activités pendant sa dernière maladie, je dirais que sa discrétion était à la fois justifiée et sage. Richard a sorti une deuxième feuille de papier. Ceci est une ordonnance restrictive temporaire, effective immédiatement. Vous ne devez pas disposer, endommager ou retirer de cette propriété des biens autres que vos vêtements et effets personnels. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Derek a arraché les papiers des mains de Richard, ses yeux balayant frénétiquement le texte. J'ai pu voir le moment où il a atteint la section pertinente car tout son corps s'est raidi. Ses yeux se sont tournés vers moi, écarquillés et incrédules. Tu savais, a-t-il dit, sa voix se brisant. Tu as su tout ce temps, et tu n'as rien dit. Je l'ai découvert il y a 3 mois, ai-je répondu, toujours assise sur ma valise sur la pelouse. L'avocat de maman m'a contacté après le règlement de la succession, il m'a envoyé des copies de tout, le nouvel acte de propriété, les documents de la fiducie, le rapport d'enquête. Enquête? Vanessa a parlé pour la première fois, sa voix plus aiguë que dans mon souvenir. Quelle enquête? Richard a souri, et ce n'était pas un sourire amical. Madame Eleanor Mitchell a engagé un détective privé au cours de la dernière année de sa vie. Elle a documenté de manière assez détaillée la liaison entre Monsieur Mitchell et vous-même, y compris les dates, les lieux et le moment plutôt malheureux de vos rencontres, en particulier pendant les visites à l'hôpital et les séances de soins palliatifs. Il a sorti un 3e document. Nous avons des photographies, horodatées, géolocalisées, y compris la soirée du 3 mars où Monsieur Mitchell a dit à sa femme qu'il restait tard au bureau pour s'occuper de la paperasse, mais était en fait au Marriott du centre-ville. C'était la même nuit où Madame Eleanor Mitchell est tombée dans sa salle de bain et où Sarah a dû appeler une ambulance seule parce que son mari ne répondait pas à son téléphone. Le silence qui a suivi était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. La main de Derek tenant les papiers tremblait. Il a regardé la maison, puis de nouveau moi, puis les papiers. Eleanor savait combien de tout ça, a-t-il demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tout, a répondu Richard. Elle a su pendant environ 6 mois avant de décéder. Elle vous a regardé prétendre soutenir votre femme tout en la trahissant. Elle a documenté votre négligence financière, votre abandon émotionnel et votre tromperie continue. Et puis, elle s'est absolument assurée que vous ne pourriez jamais rien prendre d'autre à sa fille. Derek a reculé en trébuchant, heurtant Vanessa, qui s'est enlacée. Mon peignoir, le cadeau de ma mère, semblait soudain obscène sur elle. Il y a plus, a continué Richard. Et j'ai entendu le changement dans son ton. C'était la partie que même moi, je ne connaissais pas encore. Monsieur Mitchell, nous avons également découvert des irrégularités financières préoccupantes qui doivent être abordées. Au cours des 3 dernières années, vous avez tenté de contracter plusieurs prêts en utilisant cette propriété comme garantie.
Le visage de Derek, qui avait commencé à retrouver un peu de couleur, est redevenu blanc. C'est standard. Les propriétaires font ça tout le temps. Les propriétaires qui possèdent réellement la maison, oui. Mais vous ne possédiez pas cette maison, ce qui signifie que vous avez falsifié des documents de propriété. Plus précisément, vous avez falsifié la signature de Madame Sarah Mitchell sur une demande de refinancement il y a 2 ans et sur une demande de prêt sur valeur domiciliaire il y a 14 mois. Les prêteurs sont en train d'être informés et ils se tourneront vers vous personnellement pour le remboursement. Nous parlons d'environ 127 000 $ de prêts frauduleux. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'ai senti mon souffle se couper. 127 000 $. Derek avait volé la maison, m'avait volé, avait volé l'héritage de ma mère, et je n'en avais eu aucune idée. J'avais besoin de cet argent, a dit Derek, mais sa voix avait perdu toute sa combativité. L'entreprise a eu des revers. J'allais le rembourser. J'étais en train de tout arranger. En falsifiant la signature de votre femme? En commettant une fraude? La voix de Richard était glaciale. Monsieur Mitchell, ces prêteurs vont vous poursuivre personnellement. Cela ne va pas disparaître. Et étant donné que Madame Eleanor Mitchell vous a pris sur le fait, oui, elle était au courant de ça aussi. Elle a tout restructuré pour protéger sa fille de vos crimes financiers. Je me suis levé lentement, mes jambes chancelantes. Maman savait. Elle savait qu'il falsifiait mon nom. Richard s'est tourné vers moi et son expression s'est adoucie très légèrement. Elle a trouvé les documents en janvier de l'année dernière. Vous étiez à l'hôpital pour la nuit avec elle, vous vous souvenez? Elle avait demandé à Derek de lui apporter des papiers de son bureau à la maison. Il a apparemment profité de cette occasion pour chercher des documents financiers. Elle avait une petite caméra de sécurité dans le bureau, quelque chose qu'elle avait installé après qu'un voisin se soit fait cambrioler. Elle a tout vu, l'a regardé photographier l'acte de propriété, prendre des copies de votre signature sur les déclarations de revenus communes. C'est à ce moment-là qu'elle m'a contacté. Ma mère, mourante, épuisée, souffrante. Et elle avait passé ces derniers mois à me protéger de l'homme en qui j'avais confiance, l'homme que j'avais épousé, l'homme qui était censé m'aimer comme elle m'aimait. J'ai besoin de m'asseoir, ai-je dit, et la chaise de Madame Patterson était soudainement sous moi, sa main sur mon dos. Derek regardait ses pieds maintenant, les papiers pendant mollement dans sa main. Vanessa s'était éloignée de lui, son expression passant de la confusion au calcul. Elle faisait les comptes, réalisais-je. Additionnant la dette, la fraude, les conséquences juridiques. Jaugeant l'homme pour qui elle avait aidé à détruire un mariage par rapport à la réalité de ce qu'il était vraiment. Il y a une dernière chose, a dit Richard, plongeant une dernière fois la main dans sa mallette. Il a sorti une enveloppe de couleur crème, mon nom écrit dessus de l'écriture soignée de ma mère. Madame Eleanor Mitchell a laissé ceci pour vous. Elle voulait que vous l'ayez aujourd'hui, spécifiquement. Elle avait anticipé ce scénario. Les serrures changées, la tentative d'expulsion. Elle a mis en place un déclencheur avec le bureau de l'enregistrement du comté. Au moment où des changements concernant cette propriété seraient déposés sans votre autorisation, j'étais automatiquement notifié. Elle connaissait assez bien son gendre pour prédire exactement comment cela se déroulerait. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture de ma mère, les derniers mots qu'elle m'écrirait jamais. Je voulais la déchirer immédiatement. Je voulais attendre d'être seul. Je voulais crier, pleurer et rager contre l'injustice de tout cela, qu'elle ait dû passer ces derniers jours à me protéger au lieu d'être simplement ma mère, de me laisser simplement prendre soin d'elle sans ce poids. Je peux lire ça à l'intérieur, ai-je demandé. Dans ma maison? Richard a souri. Et cette fois, le sourire a atteint ses yeux. C'est votre maison, Madame Mitchell. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Je me suis levé et suis passé devant Derek. Il n'a pas bougé, n'a pas essayé de m'arrêter, et juste resté là, tenant ses papiers, son monde entier s'effondrant autour de lui tandis que Vanessa s'éloignait de plus en plus. J'ai gravi les 3 marches en béton où ma valise avait dévalé une demi-heure plus tôt. La porte d'entrée était toujours ouverte. Madame Patterson avait déjà commencé à ramasser mes affaires éparpillées, pliant la courte pointe de ma mère avec des mains douces. Monsieur Kowalski appelait quelqu'un, probablement sa fille qui travaillait au bureau du procureur. Jenny Morrison avait baissé son téléphone mais n'avait pas supprimé la vidéo. Ils avaient tous vu, tous enregistré. La preuve de l'expulsion illégale de Derek. La preuve de mon droit de revenir.
Je suis entré dans ma maison. La maison de ma mère, maintenant la mienne. Et l'odeur familière m'a frappé. Café et vanille, les bougies que j'achetais toujours. Mais en dessous, quelque chose d'acide. L'odeur de la trahison, de violation que je ne pouvais pas encore nommer. Le parfum de Vanessa dans le couloir. Des chaussures étranges près de la porte, une veste que je ne reconnaissais pas sur le porte-manteau. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois avait-il été ici ensemble pendant que je faisais des gardes doubles à l'hôpital, essayant de payer pour des traitements qui achèteraient à ma mère quelques mois de plus, quelques jours de plus? Combien de fois Derek l'avait-il amené dans notre maison, dans notre lit, dans l'espace que ma mère s'était si durement battue pour protéger pour moi? J'ai traversé le salon, passé devant le canapé où maman avait passé ces dernières semaines quand les escaliers étaient devenus trop difficiles, passé devant la bibliothèque pleine de ses romans préférés, ceux qu'elle me lisait quand j'étais enfant, puis à nouveau quand elle ne pouvait plus tenir les livres elle-même. Dans la cuisine où nous avions eu notre dernière vraie conversation, où elle m'avait tenu la main et m'avait dit qu'elle était fière de moi, que j'étais plus forte que je ne le pensais. Elle savait alors, savait pour Derek, pour Vanessa, pour la falsification, et elle m'avait souri et m'avait dit que j'étais assez forte pour affronter ce qui allait arriver. Je me suis assise à la table de la cuisine, sa table, celle qu'elle avait héritée de sa propre mère, et j'ai ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur faisait 3 pages, écrite de cette écriture soignée qui s'était détériorée au cours de ces derniers mois, alors que les analgésiques faisaient trembler ses mains. Mais chaque mot était lisible. Chaque mot était intentionnel. Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison à propos de Derek. J'aurais aimé me tromper. J'aurais aimé pouvoir me tromper sur cette dernière chose avant de te quitter. Mais ce n'était pas le cas, et j'en suis si profondément désolé. Je veux que tu saches que découvrir la vérité sur ton mari n'a pas été ce qui m'a fait le plus mal ces derniers mois. Ce qui m'a fait mal, c'est de te voir tout sacrifier ton sommeil, ta santé, ton bonheur pour prendre soin de moi pendant qu'il te trahissait. Tu rentrais de l'hôpital, épuisé au-delà de toute mesure, et tu me racontais ta journée. Tu souriais et disais que Derek tenait le fort, s'occupait des choses à la maison, qu'il était un soutien. Et je devais te sourire en retour et prétendre que je ne connaissais pas la vérité. Mais je ne pouvais pas te le dire. Pas à ce moment-là. Tu en avais trop sur les bras. Et j'avais besoin que tu te concentres sur le temps qu'il nous restait, pas sur sa trahison. Alors j'ai décidé de m'en occuper moi-même, de la seule manière que je pouvais. La maison a toujours été à mon nom seul. Le savais-tu? Ton père et moi l'avons achetée ensemble en 1987, mais à sa mort, elle est devenue entièrement mienne. Quand tu as épousé Derek, il a supposé qu'il avait été ajouté à l'acte. Je l'ai laissé supposer, mais je ne l'ai jamais fait. Quelque chose chez lui m'a toujours fait hésiter. Je me disais que j'étais surprotectrice, que toute mère s'inquiète pour le mari de sa fille. Mais l'instinct compte, Sarah. Le mien était juste. Quand j'ai engagé le détective privé et confirmé la liaison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une clarté absolue. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai transféré entièrement la maison à ton nom par une fiducie irrévocable. Je me suis assuré que le nom de Derek n'y soit jamais attaché. J'ai documenté sa liaison, sa négligence financière, la falsification de ta signature. Et j'ai mis en place un système avec Richard pour te protéger dès que Derek montrerait complètement son vrai visage. J'aimerais être là pour te serrer dans mes bras quand tu liras ceci. J'aimerais te dire en personne que ce n'est pas ta faute. La trahison de Derek est son choix, son défaut de caractère, son échec. Tu n'es pas responsable de la capacité d'une autre personne à tromper. Il y a autre chose dans cette enveloppe. Un chèque de 40 000 $. C'est de l'argent que j'ai économisé en refusant certains traitements dans mes derniers mois. Des traitements qui auraient prolongé ma vie de peut-être 6 à 8 semaines, mais qui m'auraient laissé dans une agonie et toi endetté. J'ai choisi de quitter ce monde un peu plus tôt, avec moins de douleur, et de te donner la liberté à la place. Je sais que tu voudras contester ce choix. Tu te sentiras coupable, comme si tu aurais dû insister sur ces traitements, te battre plus fort, en faire plus. Mais Sarah, tu as tout fait. Tu m'as fait le plus grand des cadeaux, ta présence. Tu es restée. Tu m'as tenu la main. Tu m'as lu des histoires. Tu m'as fait rire même quand je pouvais à peine respirer. Tu as été exactement la fille que j'avais toujours espéré élever. Derek t'a quitté pendant la période la plus difficile de ta vie. Cela te montre qui il est.
Cette maison, cet argent, cette protection juridique, cela te montre qui je suis, qui nous sommes. Des femmes qui se soutiennent. Des femmes qui protègent ce qui compte. Utilise l'argent comme tu en as besoin. Rembourse des dettes. Prends des congés. Voyage quelque part où j'ai toujours voulu t'emmener. Ou, et je pense que tu aimeras cette idée, utilise-le pour aider d'autres femmes qui traversent ce que tu traverses. Lance quelque chose. Construis quelque chose. Crée un espace où les femmes peuvent retrouver leur force. La maison se souvient de la loyauté, Sarah. Elle se souvient de qui est resté et de qui est parti. Elle se souvient de chaque repas que nous avons cuisiné ensemble, de chaque fête que nous avons célébrée, de chaque soirée tranquille où tu t'asseyais avec moi et me laissais simplement être ta mère. Derek n'a jamais vraiment fait partie de ça. Il était un invité qui avait abusé de l'hospitalité. Maintenant, c'est à toi de décider de la suite. Tu as le pouvoir. Tu as les ressources. Tu as le droit légal sur chaque centimètre de cette propriété. Et j'ai une foi absolue que tu construiras quelque chose de magnifique à partir de ces décombres. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je suis fier de la femme que tu es et je veillerai sur toi, t'encourageant alors que tu reprends ta vie en main et que tu construis quelque chose de mieux que Derek ne pourrait jamais l'imaginer. La maison est à toi. Ta vie est à toi. Choisis judicieusement qui tu laisses entrer dans les deux. Avec tout mon amour, pour toujours. S'il te plaît, garde la courte pointe. Elle appartenait à ta grand-mère, et à sa mère avant elle. Pour des générations de femmes fortes, qui t'aiment toutes. Nous ne partons nulle part. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les larmes ne viennent enfin. Pas parce que Derek avait jeté mes affaires sur la pelouse. Pas à cause de la liaison, de la falsification ou de la trahison, mais parce que ma mère, mourante et souffrante, avait passé ces derniers mois à me protéger. Avait choisi de quitter ce monde plus tôt que nécessaire pour que je puisse avoir la liberté. M'avait aimé assez pour gérer la laideur afin que je n'ai pas à y faire face seul. Le chèque a glissé d'entre les pages. 40 000 $, à mon nom, daté de la semaine avant sa mort. De l'argent qu'elle avait économisé en souffrant, avec moins de soulagement, moins d'analgésiques, des soins palliatifs plus courts. De l'argent qu'elle avait choisi de me laisser au lieu de le dépenser pour elle-même. J'ai entendu des pas derrière moi, je me suis tendu, mais c'était Richard Brennan, pas Derek. J'ai donné à votre mari la documentation complète, a-t-il dit doucement. Les informations sur les prêts, les accusations de fraude, les preuves de la liaison. Lui et sa compagne sont en train de rassembler ses affaires. Il a demandé les 72 heures complètes pour trouver un autre logement. Et la copine, ai-je demandé, ma voix rauque d'avoir pleuré. L'expression de Richard est devenue grave. Il y a autre chose que vous devez savoir à son sujet. Quelque chose qui a été révélé lors de la vérification des antécédents que votre mère a demandé. J'ai levé les yeux vers lui, épuisé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Vanessa n'a pas seulement une liaison avec votre mari. Elle est toujours légalement mariée, depuis 12 ans. 2 enfants, âgés de 8 et 10 ans, vivent avec son mari dans l'Ohio. C'est la 3e fois qu'elle monte exactement le même stratagème, cibler des hommes mariés avec des biens, emménager, tenter d'établir des droits de mariage de fait ou de cohabitation, puis leur prendre tout ce qu'elle peut dans le règlement inévitable. Les mots n'ont pas eu de sens au début. J'ai cligné des yeux vers Richard, essayant de comprendre. Elle est mariée et a des enfants. Son mari, Thomas, la cherche depuis 8 mois. Elle a vidé leur compte joint et est partie. Il essaie de lui signifier les papiers du divorce et les documents de modification de la garde. J'ai pris la liberté de le contacter lorsque l'enquête de votre mère a révélé la véritable identité de Vanessa. Il est en route. Il devrait arriver d'ici 1 heure. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. La situation était si absurde, si complètement ridicule que le rire était la seule réponse sensée. Derek n'avait pas seulement détruit notre mariage pour une liaison. Il l'avait détruit pour une femme qui l'escroquait. Une femme qu'il avait probablement ciblée délibérément, évalué ses actifs, s'était frayé un chemin dans sa vie dans le but explicite de tout prendre. Et il pensait être celui qui contrôlait, celui qui menait la danse. Est-ce que Derek le sait, ai-je demandé. Pas encore. J'ai pensé que vous voudriez peut-être être là quand Thomas arrivera. C'est votre maison, après tout. C'est à vous de décider si cette conversation peut avoir lieu ici. J'y ai pensé.
J'ai pensé au visage de Derek quand il avait ouvert la porte à Richard. J'ai pensé à la manipulation soignée de Vanessa, à sa performance à la fête de Noël, à la façon dont elle avait porté mon peignoir comme un trophée. J'ai pensé à ma mère passant ces derniers mois à me protéger de gens qui ne me voyaient que comme un obstacle à surmonter. Laissez Thomas venir, ai-je dit. Je veux que Derek voie exactement contre quoi il a échangé son mariage. Je veux qu'il comprenne la profondeur de sa propre stupidité. Richard a hoché la tête avec approbation. Votre mère aurait dit la même chose. Elle a toujours été stratégique, même à la fin. Nous sommes retournés dehors ensemble. Derek avait entassé ses vêtements dans des sacs poubelles. Apparemment, il n'avait pas pensé à garder des valises ici, et il les chargeait dans sa voiture. Vanessa se tenait près de la porte d'entrée, portant toujours mon peignoir, le visage crispé par le calcul. Elle avait entendu Richard mentionner les accusations de fraude. Elle planifiait probablement déjà sa stratégie de sortie, cherchant comment se distancier des ennuis juridiques de Derek. Les voisins regardaient toujours. Madame Patterson m'avait apporté mes valises, soigneusement refaites. Monsieur Kowalski avait fait du café et le partageait avec Jenny Morrison. Ils avaient formé un demi-cercle protecteur autour de la limite de ma propriété, témoin de ce qui allait suivre. Derek a claqué le coffre de sa voiture et s'est tourné vers moi. Satisfaite, a-t-il craché. Tu as la maison. Tu as tout. J'espère que ça valait la peine de détruire notre mariage. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu calmement. Tu as fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas remarquer. Ta mère t'a monté contre moi. Elle ne m'a jamais aimé, ne m'a jamais donné une chance. Ma mère est morte en me protégeant de toi, les jeux interrompus. Elle a passé ces derniers mois à rassembler des preuves de ta trahison au lieu de simplement se reposer. Elle a choisi de souffrir plus pour que j'aie moins de dettes et plus de liberté. Elle m'a aimé assez pour gérer seule la laideur afin que je puisse me concentrer sur mon rôle de fille. Toi, tu n'as même pas réussi à être fidèle pendant que je l'aidais à mourir. La bouche de Derek s'est agitée sans un son. Vanessa s'était rapprochée de sa propre voiture, une petite berline que je n'avais jamais vue auparavant. Elle calculait sa fuite, réalisais-je, composant probablement déjà l'histoire qu'elle raconterait au prochain pigeon, au prochain homme marié qu'elle ciblerait. C'est alors que le pick-up s'est arrêté. L'homme qui en est sorti était grand, large d'épaules, avec l'air épuisé de quelqu'un qui a cherché trop longtemps quelque chose qu'il a perdu. Il avait 2 enfants avec lui, un garçon et une fille, tous 2 en âge d'école primaire. Ils sont restés dans le camion, mais je pouvais voir leur visage pressé contre les vitres, scrutant les alentours. Vanessa, a dit l'homme, sa voix rauque mais contrôlée. Il faut qu'on parle. Vanessa est restée absolument immobile. Tout le calcul, toute la confiance ont disparu de son visage en un instant. Elle a regardé Thomas, puis Derek, puis le camion avec ses enfants à l'intérieur. Et je l'ai vu réaliser qu'il n'y avait pas d'issue, pas d'histoire qui fonctionnerait, pas de manipulation qui la sauverait. Qui diable est-ce, a exigé Derek, regardant Thomas et Vanessa. Vanessa, qui est-il? Je m'appelle Thomas Morrison, a dit l'homme, sortant un dossier de son camion. Je suis le mari de Vanessa. Depuis 12 ans. Ce sont nos enfants, Emma et Jacques. Et ce sont les papiers du divorce et les documents de modification de la garde. J'essaie de les lui signifier depuis 8 mois. Le silence était assourdissant. Le visage de Derek est passé par la confusion, l'incrédulité, le choc et enfin la compréhension. Il s'est tourné lentement vers Vanessa. Tu es mariée, a-t-il dit d'un ton plat. Tu as des enfants. Ce n'est pas ce que tu penses, a commencé Vanessa, mais Thomas l'a coupé. C'est exactement ce qu'il pense. C'est ce que tu fais, Vanessa. Tu trouves des hommes mariés avec des biens, tu emménages avec eux, tu établis ta résidence, puis tu revendiques des droits de mariage de fait ou de cohabitation quand les choses tournent mal. Tu l'as fait dans l'Ohio avant qu'on se marie. Tu l'as fait en Pennsylvanie il y a 3 ans. Oui, j'ai découvert ça. Et maintenant ici. Tu n'allais jamais rester avec lui, Derek. Tu allais lui prendre tout ce qu'il avait et passer au suivant. Derek a reculé en trébuchant, sa main sur sa poitrine comme s'il avait été frappé. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que nous construisions une vie ensemble. Tu as dit à ta femme que tu travaillais tard pendant que tu étais avec moi, a rétorqué Vanessa, sa voix devenant vicieuse maintenant que sa couverture était grillée. Tu n'es pas exactement innocent ici,
Derek. Tu voulais ça. Tu voulais quelqu'un qui te fasse te sentir jeune et important. Eh bien, félicitations. Tu as eu exactement ce que tu méritais. Thomas s'est approché de Vanessa avec les papiers. Tu dois signer ça. Tu dois retourner dans l'Ohio et faire face à l'audience pour la garde. Emma et Jacques méritent mieux que ça. Ils méritent une mère qui ne disparaît pas constamment pour arnaquer des hommes mariés. Les enfants dans le camion pleuraient maintenant. Je pouvais les voir à travers les vitres. Le garçon avec son bras autour de sa jeune sœur. Tous deux regardant leur mère faire face aux conséquences de ses choix. Mon cœur s'est brisé pour eux d'une manière qu'il ne s'était pas brisé pour moi-même. Ils n'avaient rien choisi de tout cela. Ils n'étaient que des dommages collatéraux dans la quête sans fin de leur mère pour l'argent facile et les vies volées. Vanessa a arraché les papiers des mains de Thomas, ses propres mains tremblant. D'accord, je vais les signer. Je vais rentrer, mais je ne renonce pas à la garde. Tu les as abandonnés, a dit Thomas, sa voix chargée d'émotion. Tu as vidé notre compte en banque et tu les as laissés sans un mot. Le tribunal ne va rien te donner de plus que des visites supervisées, et seulement si tu as de la chance. Derek fixait toujours Vanessa comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Tu te servais de moi, a-t-il dit lentement, la réalité s'installant enfin. Tout ce temps, tout ce que tu as dit, tout ce que nous avons fait. Oh, grandis un peu, a-t-elle lancé, enlevant mon peignoir et le jetant par terre. En dessous, elle portait un jean et un débardeur, des vêtements clairement prêts pour une sortie rapide. Tu te crois spécial? Tu penses que ce qu'on avait était réel? Tu es juste un autre homme qui pensait mériter plus que ce qu'il avait. Tu étais pratique. C'est tout. Elle a attrapé un petit sac de l'intérieur de la maison, apparemment elle gardait un sac de fuite prêt au cas où, et s'est précipitée vers sa voiture. Thomas l'a suivi avec les papiers, le visage grave. Ils ont eu un échange rapide et dur que je n'ai pas pu entendre. Et puis Vanessa a démarré en trombe, sa voiture laissant des traces de caoutchouc sur la rue. Thomas est resté là un instant, la regardant partir, puis s'est tourné vers Derek. Je dirais que je suis désolé, mais honnêtement, tu l'as aidé à abandonner ses enfants. Tu savais qu'elle était mariée? Je ne savais pas, a insisté Derek, mais sa voix était faible. Elle m'a dit qu'elle était divorcée, que son ex était violent. Je pensais l'aider à s'échapper. Elle t'a dit ce que tu voulais entendre, l'interrompit Thomas. La même chose qu'elle a dit au gars en Pennsylvanie. La même chose qu'elle a probablement dite à celui d'avant. Tu ne sauvais personne. Tu étais juste facile. Thomas est retourné à son camion, les épaules lourdes de fatigue. Avant de monter, il m'a regardé. Je suis désolé que vous ayez été mêlé à ça. Ma femme, mon ex-femme, elle détruit des vies. C'est ce qu'elle fait. J'espère que vous retomberez sur vos pieds. Je le ferai, ai-je dit, et je le pensais. Prenez soin de ses enfants. Il a hoché la tête et est parti. Le garçon et la fille sur la banquette arrière se sont retournés pour regarder par la vitre arrière, leur visage encore taché de larmes. Je me suis demandé quel genre de thérapie ils auraient besoin, quel genre de problème de confiance ils porteraient, combien d'années il leur faudrait pour se sentir à nouveau en sécurité. Derek est resté sur l'allée, entouré de sacs poubelles remplis de ses affaires, son visage de la couleur d'un vieux journal. Toute sa confiance, tout son contrôle, toutes ses suppositions sur le déroulement de cette journée étaient anéanties. Il avait jeté ma valise sur la pelouse, se croyant le vainqueur, pensant avoir gagné, et au lieu de cela, il avait tout perdu. La maison était à moi. Sa copine était une escroc fuyant des papiers de divorce et des batailles pour la garde. Il devait plus de 100 000 $ de prêts frauduleux qui le suivraient pour toujours. Et chaque voisin de la rue avait assisté à la scène, l'avait enregistré, avait été témoin de sa destruction complète. Je dois y aller, a-t-il dit finalement, sa voix à peine audible. Je dois trouver où je vais dormir. Vous avez 72 heures, lui a rappelé Richard. Utilisez-les pour retirer vos effets personnels. Tout ce qui restera après cela deviendra la propriété du propriétaire et sera jeté. Derek a hoché la tête mécaniquement et est retourné à l'intérieur. Je l'ai entendu bouger, ouvrir des tiroirs, sortir des vêtements des placards. Les bruits d'une vie en train d'être démantelée. Les bruits des conséquences qui arrivent. Madame Patterson m'a apporté une tasse de café frais. Votre mère était une femme intelligente, a-t-elle dit doucement. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a toujours su,
ai-je convenu, en roulant mes mains autour de la tasse chaude, même quand je ne le voyais pas. Monsieur Kowalski s'est approché avec son téléphone. J'ai envoyé les vidéos à ma fille. Elle travaille au bureau du procureur. Compte tenu des accusations de fraude et de la tentative d'expulsion illégale, ils voudront cela comme preuve. Ça vous va? Plus que ça, ai-je dit. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir enregistré ça, de ne pas avoir détourné le regard. C'est ce que font les voisins, a dit Jenny Morrison en nous rejoignant. On veille les uns sur les autres. Votre mère m'aidait avec mon jardin chaque printemps. Elle disait que ça lui rappelait sa propre mère lui apprenant à planter. Je lui devais bien ça. Et je vous le dois aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Derek est ressorti 1 heure plus tard avec le reste de ses sacs. Il ne me regardait pas. Ne regardez aucun des voisins. Il a juste tout chargé dans sa voiture avec une précision mécanique. Son visage était vide, ses mouvements raides. Quand il est finalement parti, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une tension que je portais depuis des mois, peut-être des années, sans m'en rendre compte. Le poids de la suspicion, des instincts ignorés, du choix de croire des mensonges confortables au lieu d'affronter des vérités inconfortables. La maison se dressait derrière moi, solide et certaine. Ma maison, la maison de ma mère. Pour des générations de femmes qui s'étaient aimées et protégées. Derek n'avait jamais vraiment eu sa place ici. Il n'avait été que de passage, un occupant temporaire qui avait confondu présence et propriété. Richard m'a tendu un dossier complet de documents. Tout ce dont vous avez besoin est ici. L'acte de propriété, les documents de la fiducie, l'ordonnance restrictive, les preuves de la fraude. J'ai également inclus les coordonnées d'un bon avocat spécialisé en divorce et d'un conseiller financier qui peut vous aider à gérer le dernier cadeau de votre mère. Elle voulait que vous ayez des options, Sarah. Elle voulait que vous ayez des choix. J'ai pris le dossier. Son poids était en quelque sorte réconfortant, une preuve solide que l'amour de ma mère s'étendait au-delà de la mort, qu'elle avait pensé à tout, planifié pour tout, me protégeant même des menaces qu'elle savait que je ne verrais pas venir. Merci, ai-je dit, de l'avoir aidée, d'avoir été ici aujourd'hui, d'avoir fait exactement ce qu'elle a demandé. C'était un honneur, a répondu Richard. Votre mère était l'une des personnes les plus perspicaces que j'ai jamais rencontrées. Même à la fin, même dans la douleur, son esprit était d'une clarté cristalline. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment y parvenir. Vous venez d'une bonne lignée, Madame Mitchell. Ne l'oubliez pas. Après le départ de Richard, je suis resté longtemps dans mon jardin, à regarder la maison. Elle avait besoin de travaux. La peinture s'écaillait. Le jardin avait été négligé pendant la maladie de ma mère et mes longues gardes à l'hôpital. Les gouttières avaient probablement besoin d'être nettoyées. Mais elle était à moi. Complètement, légalement, incontestablement à moi. Et je savais exactement ce que ma mère voudrait que j'en fasse. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade à l'hôpital pour la première fois en 3 ans. Puis j'ai appelé ma superviseure et me suis renseigné sur les ressources du programme d'aide aux employés. Je savais que d'autres femmes au travail traversaient des divorces, faisaient face à des trahisons, naviguaient dans les séquelles de mariage qui s'étaient effondrés. Je les avais vues dans la salle de pause, épuisées et seules, essayant de tenir le coup. En 1 semaine, j'avais pris contact avec 5 femmes de mon service qui se trouvaient dans des situations similaires. Nous nous sommes rencontrés chez moi, dans la maison de ma mère, un samedi après-midi. Nous nous sommes assises dans le salon où maman avait passé ces dernières semaines, et nous avons parlé, vraiment parlé, des signes que nous avions manqués, des drapeaux rouges que nous avions ignorés, des manières dont nous avions été manipulés, et de la force que nous avions trouvée pour survivre. Ce fut la première réunion de ce qui allait devenir la société du second chapitre. Au bout de 3 mois, nous avions 15 membres réguliers, des femmes de l'hôpital, du quartier, des amis d'amis qui avaient entendu parler du groupe par des conversations chuchotées dans les épiceries et les cafés. Nous parlions de choses pratiques, droit de propriété, planification financière, procédure de divorce, arrangement de garde. Mais nous parlions aussi des conséquences émotionnelles, le deuil de perdre non seulement un partenaire, mais aussi l'avenir que l'on s'était imaginé, la honte qui vient avec l'aveu d'avoir été trompé, le travail lent et douloureux de reconstruire la confiance en soi et en les autres. J'ai utilisé une partie des $40 000 de ma mère pour engager une avocate spécialisée dans l'aide aux femmes naviguant des divorces contentieux. Elle venait à la maison 1 fois par mois pour répondre aux questions et examiner des cas pro bono pour toute femme qui ne pouvait pas se permettre ses honoraires habituels.
Une autre partie a été consacrée à un conseiller financier qui donnait des cours sur la littératie et l'indépendance financière. J'ai gardé le reste, sachant qu'il y aurait des urgences, des situations où l'une d'entre nous aurait besoin d'aide et n'aurait nulle part où se tourner. Les papiers du divorce de Derek sont arrivés rapidement. Il n'a rien contesté. Il ne pouvait pas se permettre de contester quoi que ce soit, vraiment, étant donné les accusations de fraude et la dette qu'il avait accumulée. Il avait emménagé dans un appartement en sous-sol de l'autre côté de la ville et travaillé un deuxième emploi pour rembourser les prêts qu'il avait contractés illégalement. J'ai appris par des connaissances communes qu'il avait vieilli de 10 ans en 6 mois, qu'il ne parlait presque à personne, qu'il était devenu un exemple à ne pas suivre à son bureau. Je n'avais pas pitié de lui, mais je ne ressentais pas non plus la rage brûlante que j'avais attendue. Surtout, je ressentais du soulagement. Le soulagement que ma mère m'ait protégé. Le soulagement d'être sorti de là avant que Derek ne puisse faire plus de dégâts. Le soulagement que la maison, cet espace qui contenait les souvenirs de 4 générations de femmes, ait été sauvé. Vanessa a complètement disparu. Thomas a obtenu la garde exclusive d'Emma et Jacques. Et d'après ce que j'ai entendu par le petit réseau de ragots de la ville qui nous reliait tous, les enfants allaient mieux. La thérapie, la stabilité, la présence indéfectible de leur père, tout cela aidait. J'ai envoyé une carte à Thomas 6 mois après les événements, juste une simple note disant « J'espère qu'il guérisse ». Il m'a renvoyé une photo des enfants souriant le jour de la rentrée des classes. Aucun mot n'était nécessaire. 18 mois après que Derek ait jeté ma valise sur la pelouse, j'ai organisé Thanksgiving à la maison. 23 femmes sont venues, plus certains de leurs enfants, plus Madame Patterson et son mari, plus Monsieur Kowalski et sa fille du bureau du procureur, plus Jenny Morrison et son fils adolescent. Nous avons rempli chaque pièce, chaque chaise, chaque surface avec de la nourriture et des rires et cette sorte de joie chaotique qui vient des gens qui ont survécu à quelque chose de terrible et s'en sont sortis. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un, prudemment. Un homme nommé David qui enseignait l'anglais au lycée et avait perdu sa femme d'un cancer 3 ans plus tôt. Il comprenait le deuil, comprenait le processus compliqué de la reconstruction. Il comprenait que certains jours, on allait bien, et d'autres jours, absolument pas, et que les deux étaient acceptables. Nous avons pris notre temps, nous nous sommes rencontrés pour un café, avons parlé de nos mères décédées et de nos mariages morts et du courage étrange qu'il faut pour essayer à nouveau. Il est venu à Thanksgiving, a apporté du pain fait maison et sa fille, une étudiante en première année de travail social qui avait entendu parler de la société du second chapitre et voulait faire du bénévolat. Elle et moi avons parlé pendant 1 heure du besoin de systèmes de soutien, de l'isolement que ressentent les femmes lorsque leur mariage implose, de la honte qui en maintient tant dans le silence. Vous construisez quelque chose d'important ici, m'a-t-elle dit. Ma mère aurait eu besoin de quelque chose comme ça. Elle n'avait nulle part où aller quand les choses allaient mal. Personne à qui parler qui aurait compris. C'est pour ça qu'on le fait, ai-je dit simplement. Pour que personne n'ait à traverser ça seul. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que David m'ait embrassé pour me souhaiter une bonne nuit sur le pas de la porte, je suis monté dans ma chambre. Sur le mur à côté de mon lit, dans un simple cadre en bois, était accrochée la lettre de ma mère. Je l'avais gardée là depuis le jour où Richard me l'avait donnée. Certains matins, je la lisais. Certains matins, je la regardais simplement, puisant de la force dans ses mots même si elle était partie. La maison se souvient de la loyauté, Sarah. J'ai regardé autour de la pièce, les murs qui avaient abrité 4 générations de femmes. La fenêtre qui donnait sur le jardin que j'avais lentement ramené à la vie. L'espace qui avait vu tant de douleur et tant de guérison. La maison se souvenait. Elle se souvenait de qui était resté et de qui était parti. Elle se souvenait de la force tranquille de ma mère dans ces derniers mois. Elle se souvenait des femmes qui se réunissaient ici chaque semaine pour se soutenir. Elle se souvenait des rires et des larmes et du travail lent et constant de reconstruction de vies brisées. Et elle continuerait à se souvenir longtemps après mon départ. Un autre chapitre dans l'histoire de femmes qui se protégeaient, qui refusaient d'être vaincues, qui choisissaient la loyauté, la communauté et l'amour plutôt que le mensonge facile des promesses d'un autre. Je me suis endormi cette nuit-là en pensant aux derniers mots de ma mère, au pouvoir et au choix et à l'héritage de femmes qui se sont battues les unes pour les autres, à la différence entre être la victime de quelqu'un et être la fille de quelqu'un. Derek avait essayé de tout prendre, mais il n'avait jamais compris ce qui comptait. La maison n'était pas juste une propriété. C'était la preuve que l'amour persiste, que la protection continue, que certains liens ne peuvent être brisés, même par la mort. Ma mère m'avait donné plus qu'une maison.
Elle m'avait donné la liberté de construire une vie selon mes propres termes. D'aider les autres à faire de même, de transformer la trahison en but et la douleur en force. La maison se souvenait de la loyauté, et moi aussi. Cette histoire de justice calculée vous a tenu en haleine. Appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée, c'est quand Richard a révélé les photos du détective privé et que le visage de Derek est devenu complètement blanc. Quel a été votre moment préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes comme celle-ci.